Donc, merci. Alors, moi, je ne vais pas tout à fait parler du même sujet, ça va être très complémentaire, puisqu'en fait, l'histoire des 1000 premiers jours, telle que je vais vous le présenter, c'est plutôt, je l'appellerai l'histoire de la fascination d'un pédiatre, d'une pédiatre, devant un petit bébé qu'on ne connaît pas encore, puisque quand il est in utero, et puis qui va arriver et tout ce qui va nous montrer, tout ce qui va nous faire découvrir toutes ses potentialités, tout son épanouissement, donc qui fait que finalement vous êtes tous là et qu'on a tous vécu, mais alors si on a un point commun, c'est qu'on l'a tous oublié. Je pense que les 1000 premiers jours de notre vie, personne ne s'en rappelle, sauf des histoires reconstruites. Il y a peut-être des psychiatres, des analyses qui nous diront qu'on peut se rappeler de certaines choses, mais pour ma part, je n'y crois pas trop. Et pourtant, c'était une période absolument fabuleuse que j'essaye de remplir. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un gros fichier, je pense. Voilà, donc juste pour dire que les 1000 premiers jours, on est bien d'accord, c'est... Alors, je n'ai pas parlé de la période périconceptionnelle qui pose d'autres problèmes, même en termes génétiques, dépistage et compagnie, mais on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Et les 1000 premiers jours, ça commence au moment de la fécondation, et moi, c'est ce que j'explique aux patients, au moment où l'ovule rencontre le spermatozoïde et que l'histoire va commencer. Alors là, j'ai un match de rugby sur l'écran, c'est peut-être pas tout à fait ça, bien que les neurones, de temps en temps, ça peut... Voilà. Il y a Ronaldo qui rend ses fans fous. Je sais pas, je vous le dis, hein, c'est ce que je lis sur l'écran, mais c'est pas du tout ça que j'ai écrit. Voilà, voilà, voilà. Et encore 6 secondes. Non, moi je vous dirais plutôt Mbappé, mais bon. Voilà. C'est parti, c'est parti. Ah, pour moi et pour vous. Pour vous, ça va arriver. Donc, on va passer. Voilà, voilà. Donc, les 1000 premiers jours. Hop. Donc, les 1000 premiers jours, on l'a dit, de la conception aux 2 ans de l'enfant. Et alors, ce qui est très surprenant, c'est que si vous demandez au grand public qu'est-ce que c'est que la vie, pour la plupart, ça commence à la naissance, voire même à des professionnels de santé. Ils vont dire c'est la première minute, le premier cri. Mais pas du tout, puisque bien sûr, il y a ces 270 jours qui sont extrêmement importants. Et ce concept donc a été décrit par Barker, en fait, bien avant Hillary Clinton. Hillary Clinton a repris les concepts et qui a bien décrit que c'était une fenêtre d'opportunité pour notre santé future. Donc toujours ce que nous, pédiatres, on dit, on s'occupe des enfants pour la santé des adultes de demain. Je ne sais pas si on a parfois bien raison, mais c'est comme ça. Alors, au niveau cérébral, donc, on va parler d'un processus qui commence dès la conception et qui va se poursuivre bien au-delà de la naissance et qu'on va pouvoir... Je touche à rien, c'est ça? Je touche trop de choses? Non, j'ai rien fait là. Et qui va se traduire par ces acquisitions précoces du nourrisson avec des déterminants génétiques et épigénétiques et avec l'environnement. Tout cela a été très bien abordé. Moi, ce que je voulais vous montrer un petit peu, c'est les progrès qu'on a fait ces dernières années en neurosciences et en particulier par les acquisitions, toutes les acquisitions d'IRM et pas l'IRM, j'allais dire diagnostic, qu'on utilise depuis à peu près les années 80-90, mais toutes les nouvelles techniques d'IRM, de tractographie, qui nous donnent finalement in vivo, on a vraiment chez l'enfant, on peut suivre tout ce qu'on connaissait par des études d'embryologie, d'histologie et d'anatomopathologie. Donc, c'est toute la neurogénèse, on passe très rapidement, vous voyez la construction donc, du cortex et l'IRM fœtal qui va nous permettre, et qu'on utilise parfois, pas toujours bien sûr, pas toutes les grossesses, mais lorsqu'il y a une anomalie, et qui va nous permettre de suivre ce développement cérébral avec des études morphologiques, donc en particulier le développement de la giration, et puis aussi, et ça c'est très important, les modifications du signal en RMN qui va montrer justement tout ce qui se passe au niveau neurométabolique, mais dans le sens métabolique, croissance avec la myélinisation, l'arrivée des lipides, comment vont se construire les guides, la glie, ce qu'on appelle la glie avec tout le tissu glial,
tout ce qui va se passer, donc va pouvoir être suivi en IRM. Et voilà ces coupes absolument fabuleuses qu'on connaissait en embryologie, qu'on connaissait en phétopathologie. Et maintenant, l'IRM peut nous montrer qu'effectivement, le cerveau d'un bébé de 21 semaines, d'un fœtus de 21 semaines, ça n'a rien à voir avec un cerveau de 37 semaines. Petit clin d'œil aussi pour nos amis néonatologues, ben c'est sûr que le prématuré, au milieu de tout ça, il nous montre bien que quand il va naître, il n'est pas, lui, alors pour le coup, il n'est pas du tout fini, et que il va y avoir des fenêtres pour qu'il aille le mieux possible, mais on comprend qu'il puisse être particulièrement vulnérable, puisque... donc voilà la façon dont on part. Bien sûr, je suis allée très vite parce que on n'a pas le temps de la plaque neurale. Bon, là j'ai un petit problème. Voilà, il y a un problème je ne sais pas si j'ai un problème de trouble de la coordination. Il faudra que Florence m'explique. Mais bref, donc voilà, plaque neurale, les étapes successives jusqu'au bébé à terme. Et lorsqu'on fait d'autres études, comme par exemple ah ben non, c'est pas les mêmes, il y a un décalage. Donc, il y a des études qu'on appelle de post-traitement qui nous permettent, et ça c'est extrêmement intéressant et impressionnant, de voir la mise en place des sillons. Et ces sillons qui vont correspondre en fait à la mise en place de tout le cortex au cours de cette phase, justement, c'est en particulier le dernier trimestre de la grossesse, et tout ça étant génétiquement déterminé. Ça ne se fait bien sûr pas au hasard en disant un tel, il aura sa plaque corticale comme ça, l'autre l'aura comme ça. Tout est génétiquement déterminé avec des gènes, on en connaît de plus en plus, et on connaît aussi de plus en plus d'anomalies de malformations cérébrales qui sont dues à des mutations sur ces gènes. L'autre technique absolument fabuleuse, si on voit, voilà la tractographie. Et là, vous voyez donc non seulement les neurones qui vont se mettre en place, mais tous les faisceaux de substances blanches. Et il faut bien réaliser que tout ce schéma peut être perturbé par beaucoup de choses, en fait. Et c'est ça, la grande vulnérabilité. C'est d'une finesse, c'est presque, il faut l'imaginer comme... un apron brodé et de la dentelle, et cette dentelle, elle peut se déchirer. Alors, elle peut se déchirer et mal se mettre en place parce qu'il y a des anomalies génétiques, mais elle va pouvoir se déchirer parce qu'il y a un virus, parce qu'il y a un médicament, parce qu'il y a un toxique, parce qu'il y a un environnement qui est délétère, parce qu'il y a des carences vitaminiques et autres. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent interférer là-dessus. Donc, ici, vous voyez donc le dernier trimestre de la grossesse avec ce processus de plissement cérébral. Et là, il faut se dire, il faut s'imaginer donc le cerveau. Finalement, on pourrait se dire, il y a eu toute la phase de croissance, de mise en place, premier, deuxième trimestre. Et troisième trimestre, il faut que ce cerveau, absolument, il continue à se développer. Mais il a un frein majeur qui est la boîte crânienne. Et le frein majeur, c'est que quand même à 40 semaines de grossesse, le PC, le périmètre crânien fait 35 cm, il ne peut pas faire plus, sinon il ne passera pas par la filière utéro-vaginale. Donc il faut absolument que la croissance en elle-même, quelque part, ralentisse, mais pour autant, donc vous imaginez une balle de tennis, pour autant, il faut le maximum de neurones. Donc comment on va faire ? Ben, c'est très simple. Vous prenez comme une espèce de balle de tennis qui est une boule de feuille de papier pliée. Vous avez une balle, vous dépliez le papier et vous avez une surface qui est énorme. Le cerveau, c'est pareil. Avec la giration, vous allez avoir des sillons qui vont permettre d'augmenter la surface de cette boule et donc d'avoir d'autant plus de neurones. Et c'est ça qui va faire la différence du primate, enfin de l'humain par rapport aux primates qui, eux, resteront beaucoup plus lisses. Voilà, donc ça, c'est une notion c'est les paléontologues qui nous ont appris cette notion, qui est absolument fascinante, parce qu'on va revoir ça tout à l'heure. Oui, j'ai une autre diapo qui montrera l'acquisition de la bipédie, ce que ça a permis justement pour le développement humain. Ensuite arrive la naissance, donc avec le rôle majeur de l'ocytocine. Donc, qui veut dire en grec accouchement rapide. Je ne dirais pas ça devant les néonates ou s'il y a des gynécos, des obstétriciens dans la salle. On sait très bien le déclenchement, son rôle dans le déclenchement des contractions. Quand tout est prêt, et là on parle de la grossesse physiologique, hein, on ne parle pas d'anomalie. Et puis cette ocytocine, elle a aussi, et ça c'est intéressant, on l'oublie un peu, c'est qu'elle a une action, elle joue chez le nouveau-né, elle a une action antalgique.
Et chez le souriceau, parce que c'est difficile de le faire chez l'homme, mais on a montré qu'un nouveau-né de souris qui naît par césarienne est plus sensible à la douleur que celui né par voie basse. Et la seule différence, c'est que lui n'a pas eu l'ocytocine maternelle puisque sa mère n'a pas eu de contraction et il est né en dehors de production d'ocytocine et il devient plus douloureux. Et donc là, peut-être ceux qui sont en salle de naissance peuvent peut-être témoigner que c'est des nouveau-nés, peut-être qui crient moins qu'un nouveau-né qui est né par voie basse. Mais ça, c'est à revoir. Voilà, il y a d'autres études actuellement qui ont été faites sur l'analgésie du nouveau-né, qui est médiée par l'ocytocine. Donc, autre rôle de l'ocytocine, c'est vraiment un neuroscientifique qui s'appelle Yezekel Ben-Ari, que certainement beaucoup connaissent, qui actuellement travaille beaucoup sur l'autisme et qui a beaucoup travaillé sur les 1000 premiers jours. Et il a bien décrit en disant que c'est l'hormone de l'amour, avec une influence très positive sur l'attachement maternel. Or, on sait depuis les travaux de Bowlby, l'intérêt et l'importance de l'attachement maternel, qui va donner finalement ce lien sécure qu'on va garder toute notre vie, cet attachement, donc qui peut être avec la mère ou avec d'autres personnes, mais qui est essentiel pour le développement futur. Voilà, donc on retrouve le rôle de l'ocytocine et puis également dans la lactation. Et on sait que les premières tétées, ça a été mesuré, sont associées à une libération d'ocytocine chez la maman et probablement, alors que toutes celles qui ont allaité le savent, les premières tétées, c'est pas franchement une grande partie de plaisir lorsque vous venez d'accoucher, que vous n'êtes pas quand même au top de votre forme. Et le fait d'avoir de l'ocytocine va donner quand même, malgré la douleur engendrée par toute cette aventure, va donner ce sentiment de bien-être que ressent aussi bien le bébé que la maman. Et là encore, ce lien très fort qui se fait. Et juste ça, en fait, j'aurais dû le mettre avant. C'est une étude très récente qui a été faite au laboratoire d'anthropologie d'Aix-Marseille et qui a montré, c'est cette histoire justement de boules de tennis dépliées, que l'humain est obligé d'avoir un petit crâne pour pouvoir donc franchir la barrière et il est obligé depuis qu'il s'est mis à marcher. Lorsqu'il était primate et grand primate en marchant à quatre pattes, il se permettait d'avoir un bassin très large. D'être debout, mécaniquement, oblige à retrécir le bassin, même si certains ou certaines l'ont plus large que d'autres, mais ça n'a rien à voir avec les grands primates qui, eux, vont garder ce bassin très large. Du coup, ce cerveau qui grossit et qui grandit, qui a une croissance, va rester finalement, va pas beaucoup se plisser, puisque lui, il aura la place de passer avec une boîte crânienne qui est proportionnellement plus large. Et le petit, par contre, le petit humain, lui, il est tout ratatiné dans cette boîte crânienne. Et donc, à nouveau, donc la bipédie, ça a été le point de départ de l'acquisition de compétences cognitives supérieures par rapport aux primates. Et je trouve que toutes ces études sont absolument passionnantes parce qu'elles nous rappellent aussi d'où on vient. Et je trouve qu'il y a beaucoup de trucs un peu bisounours actuellement, genre ostéopathie, machin, enfin, j'ai rien dit. Voilà, il faut savoir d'où on vient, à quoi ça sert et quel est l'objectif final, que tout a été programmé et calculé pour que ça se passe le mieux possible. Donc ensuite, on va arriver à la période postnatale et là, je ne vais pas revenir sur tous les mécanismes, il y en a beaucoup, mais il y a aussi toutes les stimulations, les perceptions, les expériences, les interactions sociales. Et on va arriver à donc, ce fameux développement psychomoteur qui est la traduction même, et c'est ça qui est fabuleux, nous on a la chance, vraiment c'est la chance de notre métier, c'est de voir apparaître toutes ces acquisitions. Franchement, le métier d'adulte, lui, à la limite, il va voir la perte des acquisitions. Nous, quand on suit un bébé de la naissance jusqu'aux premières années, c'est absolument fabuleux, de consultation en consultation, quand on voit tout ce qui se passe. Ce qui se passe, donc on l'a dit, la vie intra-utérine, c'est quand même très très programmé, la prolifération, la myélinisation. Certes, il y a l'environnement, l'interaction, mais quand même les gènes ont un poids énorme. Je vous rappelle qu'on a 20 000 gènes, alors ce n'est pas des polymorphismes, je parle de gènes entre guillemets monogéniques, et sur les 20 000 gènes que l'on possède, 16 000 sont pour le cerveau. Donc, moi je veux bien que le reste soit important des organes, si vous voulez, le rein, tout ça, bien sûr que c'est important, mais enfin le plus sophistiqué, c'est quand même le cerveau.
Voilà, donc on a besoin de ces 16 000 gènes pour que tout se mette en place. Et puis après, donc il y a la myélinisation et la différenciation neuronale. Et là, les réseaux qui vont se mettre en place en fonction de l'environnement. Et le poids énorme, énorme, et ça c'est aussi quelque chose d'absolument capital, du postnatal, justement, pour que cet environnement soit le plus favorable possible au développement de l'enfant. Et le développement, bien sûr, qui ne s'arrête pas à la naissance, et la fameuse phrase, alors qu'on me reproche, les étudiants ne l'aiment pas, le cerveau de l'enfant n'est pas un cerveau adulte miniature. Je vois des blogs où ils disent, les pédiatres nous ont encore dit ça, c'est complètement nul, mais bon, c'est un peu la réalité quand même. Voilà, et l'enfant est un être vulnérable. On va passer très vite sur la connectivité, mais tout ça ne peut, bien sûr, il y a les neurones, il y a les faisceaux de substances blanches, mais il faut que tout se connecte, parce que quand il n'y a pas de connexion, on aura des problèmes. Ces connexions, elles se mettent en place très tôt, déjà pendant la vie intra-utérine, et elles vont permettre justement les acquisitions qu'on va voir apparaître plus tard. Vous voyez ici la myélinisation, pareil, la myélinisation à la naissance est très pâle, on le sait très bien, en IRM, et malheureusement, il n'y a pas de radiologue dans la salle. Malheureusement, les IRM sont souvent interprétés par des radiologues, entre guillemets, adultes, à formation adulte, et qui nous disent des bêtises, pour ne pas dire d'autres mots, alors que vous voyez qu'en coupe neuropathologique, la myéline du nouveau-né n'a rien à voir avec celle de l'adulte. Et l'IRM nous permet de suivre la myélinisation, et on sait très bien que c'est complètement différent. Donc, demandez que ce soit toujours quelqu'un qui connaisse bien la neuroradiologie pédiatrique. Les modules, ça va aboutir aux modules de développement, donc qui vont nous permettre, avec, rapidement, ça aussi, les structures sous-corticales qui permettent la motricité globale qu'on va voir dès la naissance, puis apparaître donc une motricité plus fine avec la mise en place des aires corticales primaires et les aires corticales associatives, tout ce qui est communication, socialisation. Mais là, ça ne peut pas avancer de façon complètement parallèle sans avoir de jonction. La motricité globale peut se mettre en place parce qu'il y a la motricité fine et vice-versa. Un enfant qui se déplace, qui marche et qui a envie d'aller chercher quelque chose le fera beaucoup mieux que celui qui n'a pas envie parce qu'il a un trouble de la communication ou celui qui a un déficit moteur quelque part. Les compétences du bébé. Alors, quand même, certains dans la salle, et en tout cas, on nous disait que quand même, le nouveau-né, c'était un peu un être végétatif, que même on pouvait lui faire du soin sans forcément l'endormir, qu'il ressentait rien, enfin bon, des choses comme ça. Et il faut rendre hommage à Brazelton, donc à Terry Brazelton, qui en 73... enfin avant, mais qui a publié la fameuse échelle de Brazelton, donc qui permet, c'est vraiment l'observation des compétences du nouveau-né et qui a dit le premier, le bébé est une personne, il faut le respecter et savoir donc bien l'évaluer. Donc vous avez tous vu cette échelle. Peut-être que certains ou certaines dans la salle ont essayé de le faire à leur propre enfant. Bon, parfois on se disait, oh là là, il n'a même pas le niveau minimal de Brazelton. Mais voilà, il faut faire confiance à l'enfance, on lui donne ses compétences et puis après il nous montre qu'il arrive à bien fabriquer tout ça. Les réflexes archaïques donc dans la motricité sous-corticale et puis les autres compétences du nouveau-né, alors c'est des études qui sont déjà un peu anciennes. Celle de la succion non nutritive, c'était Scania de Schoen qui avait été l'une des premières à le faire. Donc elle montrait que les bébés, oh papa, ça c'est moi qui vais un peu vite, donc que les bébés, non c'était pas ça. Voilà. Et tétés très vigoureusement lorsqu'ils sont stimulés. Mais ces bébés, ils montrent déjà que si c'est toujours la même stimulation, et ça c'est important, ils vont s'ennuyer. Donc là aussi, avec les espèces de coaching, maintenant qu'on voit fleurir partout, du nouveau-né, du bébé, il faut tout le temps. Non, laissons l'enfant acquérir tranquillement et laissons-le à son rythme. Et il ne faut surtout pas le stimuler en permanence parce qu'il va s'ennuyer encore plus que si on ne le stimule pas. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Et puis après, la reconnaissance des visages, et ça c'est quelque chose là aussi d'avant 2000 et puis qui a été surtout travaillé par Olivier Pascalis, qui nous montre qu'à partir de biais, donc qui n'est ni la parole, ni le toucher, donc même avec des photos, un bébé, dès 3 jours de vie, est capable de reconnaître le visage de sa mère. Donc ça, c'était quelque chose d'absolument en montrant des photos très près, très lentement. Et il tétait, justement, sa façon de téter était différente quand c'était la maman qu'une personne étrangère.
Et puis, donc Pascalis a continué à travailler là-dessus au laboratoire de Grenoble et donc a bien montré qu'il réagissait, il allait été beaucoup mieux devant le visage de la mère que d'une étrangère. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il continue ses travaux et que j'avais vu passer il y a 2 ans, au moment du Covid, on a une jeune étudiante pédiatre qui avait soumis un prix à la SFP. Malheureusement, une demande de prix, moi, que j'avais trouvé fabuleux, c'est voir si les masques retentissaient sur cette fonction visuelle. Bon, malheureusement, on va dire qu'il y a d'autres travaux qui ont été primés, certainement extraordinaires, de génétique, de je ne sais pas quoi. Celui-là n'a pas été primé, mais j'ai continué à suivre. Et aux surprises de découvrir, enfin, je suis contente de voir que les hypothèses que ça n'influençait pas le port du masque sur la reconnaissance du visage d'un tout petit bébé jusqu'à 6 mois a été confirmée, puisqu'ils viennent de le publier en montrant bien que donc, dans les premiers mois de vie, masque ou pas masque, l'enfant réagit exactement de la même façon. Après, entre 6 et 9 mois, c'est différent. Mais chez un tout petit nouveau-né qui n'a pas encore vu finalement sa mère sans masque, c'est exactement le même type de reconnaissance qu'avec un masque. Une autre étude absolument passionnante, ça c'est celle d'Hubel et Wiesel, qui a montré comment les neurones pouvaient se spécialiser et surtout cette phase précoce, cette phase de période critique. Donc très rapidement, ils ont pris des petits chatons, alors ils ont mis un bandeau sur les yeux. Pendant, on va dire, les 5 premiers jours, ils enlèvent le bandeau, ça ne change rien, les chatons voient toujours la même chose, avec c'est des barres verticales. Au bout de 10 jours, toujours pareil. Au bout de 21 jours, le chaton ne voit plus, il est complètement amblyope et il ne pourra plus jamais récupérer son amblyopie. Donc ça montre bien qu'il y a cette zone critique. Une rétine qui n'est pas stimulée chez le chaton pendant 21 jours n'aura plus jamais la possibilité de voir, même si on enlève le bandeau. C'est exactement ce qui se passe, vous le savez, avec l'amblyopie du tout petit qu'il faut absolument dépister pour éviter une amblyopie définitive. Et ça a valu le prix Nobel, donc à Hubel et Wiesel en 1958. Le langage passionnant, donc on le sait, c'est les aptitudes innées, programmes, et puis l'information linguistique. Darwin a décrit ça, que c'était un instinct pour acquérir un art, puisque lui a été vraiment en disant ce qui nous différencie du primate, c'est le langage, mais avec tout ce que représente le langage. Et voilà, donc cette régularité, et puis aussi ces périodes critiques. Alors, il y a eu des études, il faut citer là surtout les études de Guylaine Dehaene et de Stanislas Dehaene et maintenant de Jessica Dubois, qui sont absolument admirables. Je n'ai pas le temps de tout décrire, mais qui ont bien montré, par exemple, que dès la 29e semaine de la vie fœtale, il y avait déjà ce fameux cerveau du langage, cette zone, le gauche étant plus développée. Et puis après, à J4 de vie, on a déjà une différence des deux côtés. Langue maternelle, pourquoi langue maternelle? Parce que l'enfant, il entend plus la langue de sa maman utilisée par sa maman que par d'autres, donc ça a été appelé langue maternelle, et des préférences à partir d'indices, et on va revoir ça. Toujours pareil, donc une autre étude en montrant qu'il y a vraiment une activation spécifique par la parole dès l'âge de 2 mois, et des perceptions phonétiques aussi qui sont capables de reconnaître très très tôt. Et jusqu'à ce jour, aucun ordinateur, aucun moyen d'intelligence artificielle n'a été capable d'apprendre le type de catégorisation du langage qu'a un cerveau humain, qu'a un tout petit bébé. L'interaction sociale, donc il y a un impact déterminant. Donc là, vous avez déjà montré, on voit très bien chez ces enfants, finalement, ils vont pouvoir s'exprimer par rapport à l'autre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et qui va dans le sens qu'il faut absolument socialiser un enfant, ne jamais le laisser tout seul. Malheureusement, ce qui a été en sens inverse, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, des petits-enfants qui avaient été retrouvés dans les orphelinats en Roumanie dans les années 90, qui n'avaient pas de lésion initiale, mais pendant 2 ans n'ont absolument pas été stimulés. Ils étaient chacun dans leur lit à barreaux, ils sont restés autistes toute leur vie. Voilà, donc ce poids.
Les écrans. Alors les écrans, comme toujours, vous savez qu'on croit toujours qu'on découvre la Lune, mais en 2003, ce qui veut dire déjà bien avant, a été publié quand même le rôle de l'interaction sociale. Et c'est clair, c'est très joli cette expérience, donc qui montre des petits bébés de 9 mois américains qui étaient exposés à du chinois mandarin, soit en live avec une personne en face, soit face à la télévision. Et finalement, seul le groupe qui était en live, avec une personne qui leur parlait, avec la prosodie, avec tout ce que cette personne pouvait exprimer, ont appris à discriminer les phonèmes du mandarin, alors que ceux qui le voyaient au travers de la télévision ne le faisaient pas du tout. Voilà. Et puis après, bon, on connaît aussi l'impact négatif des écrans. Bon, ça je vais passer parce qu'on en a déjà parlé. Bien continuer comme ça. Et ça, c'est une très jolie expérience aussi du premier vocabulaire. C'est qu'en fait, les premiers mots utilisés par les enfants ont un rapport direct avec l'expérience de l'enfant. Et c'est une étude qui avait été faite, donc qui est citée dans un livre Comment la parole vient aux enfants, qui est là aussi une expérience assez ancienne, hein, de 1996. Et elle trouve que, donc elle a fait étudier beaucoup de petits bébés à l'âge de 9 mois. Eh ben, pas d'étonnement, les Français, ils nomment davantage la nourriture et les vêtements. Les petits Américains, c'est les termes de bienvenue. Vous savez comment ils sont, les Américains. Yeah, super, machin, hype et compagnie. Donc, ils réagissent beaucoup mieux à ça. Les petits Suédois, termes d'action. Et les Japonais, des éléments de la nature et toutes les onomatopées de vocabulaire poétique. Donc ça, c'est très joli aussi comme expérience parce que ça montre bien aussi que l'environnement aussi interfère. Et ça pose peut-être des questions aussi dans des sociétés très multiculturelles, avec des enfants qui vont être probablement, ce qu'ils entendent à la maison n'est pas le même qu'au niveau de la crèche, comment ils se retrouvent avec tout ça. Enfin voilà, donc ce qui est dommage, c'est que toutes ces études d'observation qui sont d'une finesse extraordinaire sont totalement oubliées actuellement, et je pense qu'on aurait beaucoup d'éléments pour répondre à un certain nombre de questions. Alors, l'explosion lexicale, ça, voilà, l'enfant, il sait dire, et c'est en général au cours de la deuxième année, enfin, juste avant le début de la deuxième année jusqu'à 3 ans, oui, c'est ça, de 2 à 3 ans. Donc, il sait 50 mots, et là, il se met à acquérir 4 à 10 mots par jour. Imaginez qu'on ait gardé ce potentiel. On ne sait pas du tout faire ça. Essayer d'apprendre une langue actuellement, si on apprend un mot par mois, enfin que moi je suis nulle en langue, ça sera bien le grand maximum. Et bien c'est tout petit, ils sont absolument fabuleux. Et alors si j'arrive à faire démarrer sans tout casser, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on entend? Ah ben on n'entend pas. Bon ben tant pis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais normalement, il lit. Mais voilà, et on entend donc tous les sons qui arrivent, mais là, c'est pas grave. Voilà, donc on voit, il arrive à parler, à dire 200 mots, et puis avec... Le petit bébé là qui parlait, c'était un bébé de 18 mois. Bah, il prend un livre et il lit, mais il lit ce qu'il veut lire, quoi. Enfin, il fait semblant. Pour lui, il lit. Moi, je suis sûre que c'est un bébé qui se dit qu'il lit un livre. C'est pas comme nous, mais lui, il le lit. Il tourne les pages. Et non, ce qui était joli, c'est qu'il reprend aussi tous les tons. C'est un livre qu'il connaît par cœur et tous les tons employés. Voilà. Donc, finalement, on voit que tout ceci va aboutir donc à ce développement de la communication, de la socialisation, et permettre donc de ce petit bébé qui, à la naissance, va nous faire un petit sourire réponse, nous suit du regard, reconnaît le visage de sa mère, pour arriver donc à l'âge de 2 ans avec cette explosion lexicale. Et juste, j'avais mis cette petite photo qui est absolument admirable, qui montre aussi une autre capacité. L'enfant a 4-5 mois, il regarde dans un miroir, et là, qu'est-ce qu'il découvre? Son meilleur ami. Et de sa vie, il n'aura jamais un meilleur ami comme ça. C'est un meilleur ami qui sourit quand il sourit, qui pleure quand il pleure, qui fait la grimace quand il fait la grimace. Et de voir son visage comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous le savez, on a tous des miroirs dans nos salles de consultation pour admirer un enfant qui se découvre dans un miroir. C'est beaucoup mieux qu'une personne plus âgée. Voilà.
Donc, la motricité. Alors, la motricité, jusqu'à présent, on va dire dans les années 80-90, on disait que chaque fois, c'était un phénomène, un moyen d'évaluer la maturation cérébrale, que c'était séquentiel, ordre immuable. En fait, il y a deux éléments importants, c'est la posture et le tonus. Et les expériences sensorimotrices. Et on sait très bien, par exemple, des enfants qui ont une déficience intellectuelle ou un autisme, qui n'ont pas forcément d'intérêt pour ce qui les entoure, vont marcher beaucoup plus tard. Ils ne sont pas déficitaires, ils n'ont pas de déficit neurologique, d'atteinte du système pyramidal ou autre, mais tout simplement, ils n'ont pas cette capacité à comprendre que pour aller chercher l'objet qui les intéresse, il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont commencer par se mettre assis, puis après, soit rouler sur le dos, sur le ventre, et puis après, ils se déplacent. On s'en fout comment ils se déplacent. Ça peut être sur les fesses, à quatre pattes, comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'ils montrent qu'ils se déplacent jusqu'au jour où ils nous montrent ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire, voilà, les premiers pas d'un petit bébé qui est tout content, voilà, avec son papa qui se cache là-bas. Et quand même, le bébé y est allé parce qu'il savait qu'il y avait le papa, en plus dans la cuisine. Voilà. Ah, ben là, on entend le son, qu'on n'entendait pas tout à l'heure. Voilà. Et là, pareil, donc l'enfant, il doit apprendre non seulement à maîtriser, et là, un autre bébé, les forces gravitaires. Là, c'est une petite fille, ses premiers pas. Et hop. Debout. Voilà, 3. Debout. Hop. Debout. C'est dur la gravité quand on commence. Vous vous rappelez pas, mais ça a été dur. Oui. Et voilà. Et une maman trop contente de voir les premiers pas de sa petite fille. Voilà. Donc tout ça, c'est absolument génial, quoi. Tout est bien programmé et on arrive donc aux différentes étapes. Et puis la motricité fine qui va permettre, comme vous voyez ces deux petites filles, 18 mois et 2 ans, à pouvoir faire tranquillement donc une tarte aux pommes, où elles sont ravies, elles savent que la récompense sera la tarte à manger, et puis elles se font admirer, et elles le font très bien, elles montent très bien. Bon, elles ne savent pas encore faire un rond, il y a quand même un adulte bienveillant autour, inutile de dire que c'est la grand-mère qui est complètement baba devant ça, et qui s'amuse avec ses petites filles. Voilà, donc tout ça pour dire que les 1000 premiers jours, c'est notre fascination. Ça a été effectivement l'un des projets ministériels. On regrette un peu que dans les 1000 premiers jours, tel que ça a été vu par la commission portée par Boris Cyrulnik, ça ne commence qu'à 3 mois de la vie intra-utérine, mais là, il y a eu des discussions plus politiques au sens large, sociétales sur ces 3 premiers mois, et vous imaginez pourquoi. Toujours est-il que je pense que le message le plus important, c'est que on reconnaît l'importance de ces 1000 premiers jours, finalement, que ça soit. Et c'est à nous pédiatres, de montrer l'importance, et je suis d'accord avec vous, même avant la conception. Et puis, pour ceux qui veulent prolonger un petit peu cette expérience, c'est vrai que, voilà, au bout de 40 ans de pédiatrie, cette fascination, j'ai voulu un peu la transmettre. J'ai été fascinée, j'ai eu la chance de voir ces progrès extraordinaires, que ce soit donc dans l'observation, mais aussi dans l'apport des neurosciences, des IRM, les travaux de Stanislas et Guylaine Dehaene et de beaucoup d'autres. Voilà, donc j'ai fait un ouvrage que j'aurais voulu apporter aujourd'hui pour faire une signature, mais c'est très compliqué, il faut trouver un libraire. Enfin bon, on a essayé avec Zineb, mais c'était pas possible. Vous le trouvez dans des bonnes librairies au Maroc, ou des librairies que vous trouverez sur, je donnerai pas de nom, sur Internet. Et il est destiné, j'allais dire qu'il vous est pas destiné, mais il est destiné, il a été écrit pour des parents, pour des jeunes parents qui, actuellement, je pense par rapport à il y a 30 ans en arrière, sont plus à la recherche de ça que du guide de Laurence Pernoud, 40e édition. Voilà, merci beaucoup et je suis prête à répondre à vos questions.